Bienvenue dans mon Ultra au Sahara, un nouveau format hors série de course épique. Le 9 janvier prochain, je m'élancerai pour mon premier 100 miles, 160 km d'une traite, au cœur du Sahara marocain, à l'occasion du Marathon des Sables Ultra, une course inédite lancée pour célébrer les 40 ans du Marathon des Sables. Depuis 5 ans, à travers Course épique, je raconte les histoires des autres. Leurs défis, leurs peurs, leurs victoires. Cette fois, c'est moi qui vais vivre cette histoire et j'ai choisi de vous emmener avec moi. Le désert, il y a quelque chose dans cet environnement qui me touche profondément depuis que je l'ai découvert en 2022. Son immensité, son silence, sa majesté, sa rudesse aussi. Ce défi me terrifie autant qu'il me motive. 160 km sans interruption, l'autosuffisance alimentaire, la nuit qui tombe, la fatigue qui s'installe et avec elle, les doutes qui surgissent. C'est à la fois un challenge sportif majeur à mon échelle et une aventure humaine dont je ne mesure pas encore toutes les dimensions. Cette course donnera lieu à la production d'un documentaire vidéo qui captera l'intégralité de cette aventure, rendu possible grâce au soutien de notre partenaire principal, Kelas Fouga, marque globale de trail, experte de l'ultra-distance et des terrains exigeants. Alors pendant ces dernières semaines avant le grand départ, je vous ouvre les coulisses de cette préparation. À chaque épisode, un invité, un sujet, une facette de ce projet. L'entraînement, le mental, la nutrition, le matériel, mais aussi les peurs, les questions, les moments de doute. Mon Ultra au Sahara, c'est le récit d'une préparation. Vous n'êtes avec moi ? Salut à tous, bienvenue dans ce 5e épisode du hors-série Mon Ultra au Sahara. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Eric Lacroix. Alors si vous suivez le trail de près, vous avez déjà entendu le nom d'Eric. Il est préparateur mental, il est spécialisé dans l'endurance et le trail. Et c'est lui qui m'accompagne dans ma préparation pour le Marathon des Sables Ultra. Alors on a fait peu de séances ensemble parce que je l'ai consulté relativement récemment. Mais ça m'a permis d'avoir des premiers enseignements et de mettre en place des premières choses pour m'accompagner en vue de cette course qui m'attend là dans quelques jours désormais. Son approche, elle s'appuie sur les neurosciences, la pédagogie, l'expérience de l'ultra-endurance et une grande écoute. Eric, il travaille avec des athlètes de haut niveau comme des amateurs, toujours avec la même conviction. L'endurance n'est pas que physique, elle est aussi mentale, émotionnelle et même existentielle. Pour ma part, à quelques jours du Marathon des Sables Ultra, mon premier 100 miles dans le désert, j'ai vraiment ressenti le besoin de cet accompagnement. À la fois un besoin de clarté, de mieux gérer mon énergie mentale, de me reconnecter à mes sensations et surtout de mieux comprendre et de mieux gérer mes nombreux doutes. Et c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble dans cet échange. Je vous ferai un petit débrief à l'issue de notre échange sur ma phase de préparation, où j'en suis. On est vraiment à quelques jours du départ, donc il y a pas mal de choses qui se bousculent dans ma tête. Et puis, je vais avoir quelque chose à vous proposer, c'est de m'envoyer des messages de soutien. Donc, je vous raconte tout ça à l'issue de l'épisode, mais vous aurez la possibilité de m'envoyer des messages vocaux que je prévois d'écouter dans le désert, dans les moments difficiles notamment. Donc, je compte sur vous et j'aurai besoin de vous. Donc, restez bien jusqu'au bout de l'épisode. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce que vous pourrez faire si le cœur vous en dit, afin de partager un peu cette aventure avec moi et d'envoyer vos messages. Allez, j'appelle Eric. Salut Eric. Salut Guillaume. Comment ça va? Je te dérange pas? Pas du tout. Non, je suis bientôt en congé, mais je vais pouvoir un peu débrancher le cerveau, comme on dit. Tu sais faire ça, débrancher le cerveau? C'est difficile et il faut vraiment que j'ai des congés pour le faire, mais on va peut-être un petit peu en parler aussi. C'est normal d'être toujours un peu câblé. Fais-moi un peu rêver là, Eric. T'es à La Réunion, tu vis là-bas. Ouais. Raconte-moi un petit peu le contexte météorologique là, en ce 30 décembre. Ah, on a eu là 2 jours de gros orages, vraiment, avec des fortes pluies. Moi, j'habite dans le nord-est, je suis à Sainte-Marie, La Réunion, pas loin de l'aéroport. Et on est en période cyclonique, on va dire, et c'est vrai qu'il fait assez chaud, humide. Alors là, on a 2 saisons, nous, l'été et puis l'hiver. Et l'été, il fait très chaud et humide. Et après, vacances, décompression. Voilà, je prends 15 jours vraiment en famille pour décompresser total. Ça, c'est 2 moments que je m'accorde dans l'année qui sont très, très importants. Pendant qu'il y en a qui courent dans le désert, Eric Lacroix, tranquillement, à la plage, les doigts de pied en éventail. T'as bien raison. Ouais, c'est une autre façon aussi d'aller dans le désert pour se connecter aussi à la nature, au monde vivant. Absolument. Ouais. On a eu des discussions dans ce sens ensemble, effectivement. Alors, Eric, peut-être, pour permettre à nos auditeurs qui ne te connecteraient pas d'en savoir un petit peu plus sur toi, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours, comment tu es devenu préparateur mental, comment est-ce que c'est une vocation, enfin, comment s'est dessiné un peu ce parcours qui t'amène là, tu en es aujourd'hui? Ouais, alors, je vais essayer d'être bref, parce que c'est vrai que je viens d'avoir 60 ans. C'est quand même aussi un âge
un certain âge, ou un âge certain, diront. Une belle décennie qui s'offre à toi. Oui. En fait, le parcours, il est rapidement, si je remonte longtemps en arrière, j'ai découvert la course à pied en 1983, mais ça a été mon fer de lance, vraiment. J'ai vraiment, ça a été mon accompagnant, on va dire, cette course à pied, tout le long de ma vie, et ce qui m'a permis aussi d'en faire aussi une part de mon métier. Parce que je suis prof d'éducation physique et sportive à la base, hein. Je suis prof depuis 1990. Et dans les périples, après, j'ai passé l'agrégation et j'ai fait de la recherche, mais j'adorais la psycho. J'allais en fac de psycho à Paris 10 déjà dans les années 84-88. Et j'ai découvert des psychologues comme Carl Rogers sur l'écoute active, et ça m'a passionné déjà. Donc je faisais un peu de psycho sans vraiment l'appliquer. Et puis après, dans la course à pied, j'ai entraîné. J'adorais la pédagogie. Je pense que c'est le fait de pouvoir se transmettre aussi à l'humain, de l'altérité, alors pas forcément le sauveteur, on pourra en parler. Attention aussi à ce mot de vouloir sauver le monde, mais d'accompagner les personnes, c'est aussi un rapport humain très empathique, aussi bien affectif que cognitif. Et cette course à pied m'a accompagné tout le long, et finalement ça m'a permis aussi de découvrir la Réunion en équipe de France de course de montagne dans les années 90, et j'ai migré en 2004 sur l'île de la Réunion avec toute la famille, les enfants en très bas âge, et on s'est installé. J'ai vite travaillé. Je faisais de la formation déjà des profs des écoles, des profs, etc. à l'INSP, ce qui s'appelait l'UFM avant. Et je suis rentré à la fac, et puis maintenant je suis directeur du service des sports de l'Université de la Réunion depuis 2015. Ça fait 10 ans. Et puis à partir de là, j'ai continué à entraîner des athlètes, notamment de tous les niveaux, aussi bien récréatifs que du haut niveau. En 2011, j'ai entraîné des athlètes du team ASIC, par exemple, en trail, comme Xavier Thévenard, des athlètes comme qu'on fait quand même des belles courses, on va dire. On peut dire ça, ouais. Et puis la prépa mentale, je l'avais j'en faisais, mais sans vraiment l'afficher. Et j'ai eu quelques déboires de santé. En 2019, j'ai eu des gros problèmes cardiaques. Et suivi après encore, et j'ai un FOP, j'ai un foramen ovale perméable, c'est un petit trou dans le cœur. J'ai été opéré de ça. Mais ça m'a aiguillé sur le versant qu'on n'était pas grand-chose, qu'on était fragile et vulnérable. Je me suis vraiment appuyé là-dessus, et que quand on n'est pas loin d'y passer, finalement on se pose peut-être plus de questions sur la vie, sur la mort, sur pas mal de choses, et ce rapport humain s'est un petit peu amplifié, et j'ai voulu accompagner dans ce sens-là, dans les pratiques d'endurance, et ça m'a même permis de passer des diplômes nationaux, au niveau national, diplôme de préparateur mental, de faire des études en neurosciences, et puis au final un diplôme universitaire en addictologie. Voilà le parcours, et je suis en plein dedans. Et là, je suis en train d'écrire un ouvrage commun avec Sébastien Carnicella et Manon d'Auvergne sur les conduites addictives et les quêtes de sens dans l'endurance. On va continuer à parler de préparation mentale, mais avant ça, juste pour comprendre, aujourd'hui, ta pratique de la course à pied, quelle place elle a dans ta vie, à titre personnel? C'est comme je disais, c'est un accompagnant, c'est mon ami, mon ennemi, et ma femme, quand elle m'a épousé il y a de ça 35 ans, elle s'est mariée avec la course à pied. Donc, elle le savait podcast, ou pas? Elle le savait. Okay. Elle le savait, elle a été... Vraiment, elle m'a accompagné avec ça, avec des conduites aussi un peu addictives. C'est pour ça que je me suis intéressé derrière. À s'entraîner, tu sais, trois fois par jour, parfois, c'est quand même se poser des questions. 2 fois, 3 fois par jour. Pendant 10 ans, je me suis entraîné 2 fois par jour. Okay. Et voilà. Je me suis entraîné le jour de mon mariage, je me suis entraîné le jour où mes enfants sont nés. Voilà. Donc, c'est toute une logique particulière. Donc, la course à pied, ami, ennemi, on ne sait plus trop. Mais en tout cas, elle m'a beaucoup apporté, beaucoup aidé, et je continue à courir tous les jours, en fait. Je te remercie de ne pas courir pendant qu'on fait le podcast en même temps. Merci, Eric. non, mais c'est beaucoup plus modéré, et puis plus de compétition, donc moins cette appréhension, on va dire, cette anxiété dont on pourra parler tout à l'heure. Eric, quand on dit préparateur mental, concrètement, ça recouvre quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Préparateur mental, effectivement, on est dans une époque où
D'ailleurs, il va sortir un film avec Pierre Ninet qui s'appelle Gourou. On est dans cette époque-là où on se pose beaucoup de questions sur le New Age, sur le développement personnel, parce que ça explose dans tous les sens. On peut être préparateur mental en 3 semaines, 1 mois. Pour moi, préparateur mental, c'est le chemin d'une vie et très longue, avec un apport de compétences et de connaissances. Et la préparation mentale, elle est très vaste et très holistique. Il faut être vigilant. Il y a énormément de méthodologies. Et là, on va créer, nous, un institut, on en parlera peut-être tout à l'heure. On va essayer de justement faire des focus bien particuliers sur plein de courants de pensée. Parce que moi, j'aime pas trop le mot méthode. Je dirais plutôt aller vers des principes. Mais grosso modo, pour te résumer, la préparation mentale, c'est d'accompagner des personnes pour qu'elles puissent avoir des outils, en fait, dans le cadre finalement d'optimiser leur potentiel, leurs ressources physiques et mentales. Donc voilà, parce que quand on parle mental, il y a aussi le corps qui est en jeu. Il faut pas l'oublier. En vue d'un objectif, en vue d'un but plutôt, parce qu'on confond souvent le but et les objectifs. En vue d'un but vraiment particulier pour justement une logique un peu de performance entre guillemets. Comment est-ce que toi, tu as décidé de l'embrasser, ce rôle de préparateur mental? Parce qu'on comprend que c'est vaste, c'est protéiforme. Quel sens, toi, tu veux lui donner et quelle est la singularité peut-être de ton approche, ou en tout cas tes convictions? Alors moi, mon approche, elle est en fait profondément incarnée. On en a parlé un petit peu, mais l'incarnation, pour moi, elle est fondamentale. C'est-à-dire, on incarne quelque chose. J'évoquais l'exemple de la voiture qu'on va conduire. Au début, c'est un grand véhicule. On a plein de choses à voir dedans. Il y a une sorte d'anxiété qui s'installe. Et puis, progressivement, ou même, comme je te parlais même du 33 tonnes qu'on peut voir, et de conduire un gros camion, en fait, on a une anxiété. Puis après, on est capable de le garer au centimètre près. Et en fait, c'est ça l'incarnation. C'est-à-dire, globalement, pour moi, c'est d'incarner progressivement la pratique dans laquelle on va se mettre. Parce que c'est ça, en fait. C'est avec le temps, la régularité, la patience, justement, les outils qu'on va avoir. Progressivement, on va incarner notre pratique. Donc, c'est fondé là-dessus, mais beaucoup aussi fondé sur l'écoute, sur la présence aussi. J'aime bien cette notion de présence. L'authenticité aussi, c'est-à-dire pas au terme qu'on peut l'entendre, dans le terme qu'on peut l'entendre en entreprise. Être authentique, oui. Et après, qu'est-ce que je mets derrière? Je développe, finalement, je sais plus trop ce que c'est. Mais moi, j'aime bien guider, en fait, sans vraiment imposer. J'aime bien nommer sans vraiment figer. Et j'aime bien créer un espace de confiance où on peut décortiquer les récits intérieurs. Ce que tu fais toi, d'ailleurs, avec Corse Epic, ce qui est génial. J'adore ce que tu fais. Et Merci. aussi créer un espace de confiance où on peut, en fait, voilà, revisiter quelles sont les intentions, réconcilier la performance et l'alignement. Voilà. Moi, je pense que le mental, c'est d'abord une affaire d'attention, de perception et d'ancrage. Et puis après, c'est pas une domination en fait. On est vraiment 2 individus avec une conversation, comme tu le fais dans tes podcasts. Il y a une conversation et finalement, on questionne. Voilà, on va poser diverses questions. On va faire des entretiens d'explicitation, ce qu'on appelle des anamnèses, hein, toute l'histoire de la personne, on va le questionner. Et puis on va en fait décortiquer ça et amener finalement progressivement la personne à prendre conscience en face. Moi j'aime bien ça. Parce que habiter son effort, c'est aussi peut-être parfois un petit peu ralentir, et la conversation peut le permettre à un moment donné. Par mimétisme, tu vois, ma voix, elle peut, comme toi tu le fais, à un moment donné calmer une personne qui peut être très anxieuse, sur laquelle elle se pose plein de questions. Qu'est-ce qui va distinguer la préparation mentale pour le trail et l'ultra de celle d'autres sports d'endurance? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a un socle commun, des spécificités? Ah oui, bah, en fait, l'ultra distance, les courses extrêmes, bah, ça amène des problématiques, finalement d'introspection. Donc automatiquement, l'introspection, bah, quand on commence à faire de l'introspection en courant, bah, on va agir, finalement sur des émotions. On va on va on va allumer des zones dans le cerveau qui vont être basées sur les pensées, les émotions, et alimenter aussi certaines croyances, qu'est-ce qu'on a mis en mémoire et tout ça. Et comme on a du temps, bah, il y a des personnes qui vont passer effectivement dans l'ultra 10 heures, 15 heures, 20 heures.
d'autres vont passer 40 heures. Donc on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 40 heures? Et à un moment donné, quand il y a des choses qui vont se passer difficiles, euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place finalement? Parce que on peut avoir des pensées qui sont liées à l'abandon, à la rumination, aux pensées très négatives, parce que le corps il est très fatigué, donc il y a une notion de fatigabilité. Et donc c'est peut-être aussi ça qu'il faut amener, c'est-à-dire le cerveau, comment il se comporte, le corps, comment il se comporte, sous des effets de fatigue beaucoup plus prononcés. Il y a vraiment cette thématique-là, en fait, dans les sports d'endurance. À qui ça s'adresse concrètement? Tu parlais, on l'a compris, à la fois de coureurs récréatifs et puis tu entraînes des athlètes au plus haut niveau. Est-ce que c'est pour préparer un gros objectif? Est-ce que ça peut être, on peut l'initier dès le début de sa pratique ou est-ce que c'est juste quand on ressent le besoin? Comment identifier en fait le bon moment pour ça? Ouais, je comprends. Ce que tu veux évoquer, c'est par exemple, toi, tu vas faire une épreuve et voilà, tu as plein de questionnements. Il y a des personnes qui vont dire, moi, j'ai pas besoin, en fait. J'ai un mental d'acier, voilà. En fait, il faut définir ce que c'est le mental. Parce que on a une tendance quand même à dire qu'à un moment donné, éventuellement, le mental arriverait en milieu d'épreuve ou en fin d'épreuve, ce qui est totalement faux. Le mental, il est toute notre vie, tout le temps. On est toujours dans des pensées, dans des émotions. Parce que 10 jours avant une course, il y a le mental qui s'installe. C'est quoi? Notre cerveau prédit, il y a une sorte d'anxiété qui s'installe. Est-ce que je vais pouvoir être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir terminer dans les temps? Ou est-ce que je vais pouvoir faire la performance que je souhaite? On est déjà dans le mental. Donc, les personnes qui, globalement, vont s'adresser à une prépa mentale, c'est qu'à un moment donné, ils ont des questionnements. Alors, ils ne sont pas forcément en souffrance, hein, mais il peut y avoir plusieurs cas, c'est-à-dire des personnes qui sentent qu'ils ont eu plusieurs abandons, des échecs, des choses dans lesquelles ils ruminent beaucoup. Ils sont dans la rumination et pas du tout dans l'acceptation. Et en fait, ils s'entraînent pourtant dur ou ils s'entraînent normalement, on va dire. Ils ont tous les éléments, mais il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et en fait, ce qui n'est pas aligné, souvent, on peut se rendre compte, c'est finalement les croyances et les pensées qui vient un peu générer toutes ces émotions négatives. Donc là, la personne va dire à un moment donné, bon, est-ce que je fais appel justement à un accompagnement mental pour déjà essayer d'aller un petit peu mieux, d'essayer de trouver des solutions. Alors, je dis pas qu'on est des magiciens, mais de trouver au moins des solutions pour finalement terminer mon épreuve, réaliser mon but, attendre vers mon but finalement, euh, et, euh, et pas avoir trop de soucis pendant la course justement de rumination, d'évitement qu'il peut y avoir. Mais en fait, on est tous vraiment différents et singuliers. Donc, ce qui est important, c'est de dire ça, c'est que il y a des personnes peut-être qui ont déjà mis en place des outils implicitement, sans vraiment forcément le savoir. Et puis finalement, quand on les interroge, oui, j'ai ça, je fais ça, ils le font plus ou moins. Et ça, c'est des choses que tu peux rapprocher de principes existants, en fait, que eux ont fait naturellement, intuitivement? Ou est-ce que c'est une alternative totale? Je pense on parle effectivement d'intuition. Intuitivement, oui, j'aime bien ce mot-là parce qu'en fait, il y a tout un courant de travail qui est fait sur l'intuition et qui marche vraiment bien. C'est-à-dire que à un moment donné, quand on met de côté cet aspect un peu cognitif de fonction exécutive du cerveau, dans les pensées, il y a des choses sur lesquelles on peut fonctionner aussi de manière intuitive. On laisse un petit peu le côté des sens, des sensations faire, et parfois ça marche très bien. Donc il n'y a pas forcément à intervenir tout le temps, mais ce qui est vraiment important d'évoquer, c'est que à un moment donné, c'est d'éviter en fait trop de souffrance. La souffrance, c'est l'interprétation en fait d'une douleur, c'est l'interprétation de quelque chose. Et nous, ce qu'on essaye, c'est justement d'accompagner les personnes pour qu'elles puissent trouver elles-mêmes des solutions à ce qu'est et finalement entre guillemets régler quelques petits quelques petits soucis qu'il peut y avoir avec leurs outils qui leur sont propres. C'est ça aussi qui est intéressant. Mais on les laisse aussi un peu découvrir parce que le terrain et l'expérience est fondamental aussi.
Là, quand le téléphone sonne et que des futurs préparés mentaux te sollicitent, c'est quoi les problématiques qui ressortent le plus? J'imagine qu'il y a quand même un panel et des grosses zones qui sont communes en partie de ces athlètes. Est-ce que tu peux me dire un peu quelles sont principalement les motivations pour lesquelles ils viennent te chercher? Et puis, sous question, est-ce qu'il y a des grosses nuances entre un athlète de haut niveau et un athlète récréatif? Ou est-ce que fondamentalement, tout le monde est un peu confronté aux mêmes choses avec une échelle qui est un peu différente? Globalement, comme j'évoquais, on est un petit peu plus du milliard sur Terre et chacun a sa singularité propre. Donc c'est là où je trouve que c'est génial, parce qu'on va en fait être en face d'une personne qui a finalement j'aime pas dire le côté problème, des problématiques, on va dire particulières liées à sa pratique sportive. Et c'est vraiment un besoin là vraiment de l'écouter. Souvent c'est ça les personnes. Bah, on va tout de suite donner la solution. Tu vois, il y a les potes ou les copines. Ah, t'as qu'à faire ça, t'as qu'à prendre ça, t'as qu'à. Voilà, c'est un petit peu des injonctions, même si elles sont amicales. Mais quelque part, la personne ne trouve pas la solution. Et je te l'évoquais d'ailleurs dans l'accompagnement qu'on a pu faire. C'est à un moment donné, finalement, lâche prise. Hmm. C'est une injonction de dire lâcher prise, parce que la personne, elle a ça en tête. C'est très difficile de lui enlever parce que pour elle, c'est une pensée très négative. Donc progressivement, avec le temps, ça va s'estomper, mais nous, on est là pour justement faire ressortir ça et décortiquer. Le rôle du préparateur mental, c'est d'ouvrir en fait par la narration vraiment le livre de la personne, Hmm. de son histoire, de comment elle pose les choses, quelles sont ses croyances, comment ces croyances vont impacter finalement ses pensées, ses émotions, et finalement, au bout du compte, comment elle peut trouver des solutions pour régler, en fait, faire face, en fait, à un moment donné, aux problématiques qu'elle va trouver dans sa compétition. C'est pas des problèmes, on va dire, trop graves. On a, je dirais toujours, des problèmes de riches. C'est vrai. Hein, faire de la course à pied, faut être quand même vigilant. Hein, on est quand même bien aisé quand on fait de la course à pied, mais c'est des problèmes, on va dire, qui sont liés plutôt à nos aspects de sapiens. On a développé un cortex très amené à la réflexion, mais aussi en même temps à la rumination, quoi. Moi, ma propre expérience, de ce qu'on partage ensemble là, sur mon accompagnement, j'ai le sentiment qu'il y a des choses, tu vois, très, très immédiates et des pensées qui éclairent de façon très soudaine. Et à côté de ça, ça requiert quand même beaucoup de travail du côté de la personne qui fait cette démarche-là. C'est-à-dire que c'est de la répétition, c'est des mécaniques qu'il faut mettre en place. Enfin, c'est pas un truc, on trouve une réponse, même, et quand même elle vient de la personne qui te sollicite, qui chemine. Il faut y passer du temps, quoi. C'est une mécanique. Donc je trouve qu'à la fois, il y a des choses très immédiates qui sont comme des espèces de flash, genre oui, bien sûr, c'est comme ça qu'il faut que je vois cette situation-là, ça va m'aider. Et à côté de ça, j'ai l'impression, il y a pas mal de, je sais pas si c'est de besogne, mais en tout cas de répétition et de s'approprier et de passer du temps pour pouvoir s'aider soi-même. Oui, parce qu'en fait, les premières fois les personnes se découvrent, en fait, c'est finalement une conversation, comme on le disait. Et la personne en face ne va pas tout dévoiler au début. Il va falloir l'écouter, la questionner. On ne se connaît pas forcément et on ne connaît pas forcément ses problématiques. Et progressivement, il y a une sorte d'alliance en fait entre les personnes. Alors c'est pas une alliance thérapeutique, hein, mais on n'est pas loin parfois, même si on n'est pas dans le pathologique. Mais il y a une alliance qui doit se former, de sorte de confiance, voilà, mutuelle. Et finalement, comme tu l'évoques, ça prend du temps. Et ça prend du temps. Et en même temps, j'ai pu voir, moi, parfois sur les deux, trois premières séances, ce que je trouve intéressant, des déclics de prise de conscience. Et c'est vraiment ça, à un moment donné, que j'adore, c'est-à-dire qu'il y a souvent une dissonance cognitive, ce qu'on appelle la dissonance cognitive pour l'expliquer à nos auditeurs, c'est le fait que finalement, les comportements qu'on fait dans l'action ne sont pas forcément les pensées qu'on avait. Et je donne l'exemple toujours effectivement de la personne qui rumine et qui bugle sans arrêt parce que le parcours est dur et que c'est immensément. Alors il y avait de la boue, il y avait des racines, il y avait des machins, et c'était super long et j'en ai bavé comme un chien, etc. Mais en fait, après, on leur pose la question, t'as payé quand même combien ton dossard? Et voilà. Donc ça, c'est tout de suite un déclic. C'est-à-dire, je paye
Maintenant, ça va être 260 € le grand raid. J'ai vu que ça a changé. Mais je vais payer 260 € de mon dossard. Mais en fait, et derrière, finalement, j'arrête pas de me plaindre. Mais je paye quand même un événement. Je paye une sorte d'aventure que finalement. Et comment je fais pour en profiter? Sinon, en fait, faut être logique. J'y vais vraiment parce que je suis masochiste. Vraiment. Ou alors, je vais chercher autre chose. Globalement, on vient y chercher autre chose. C'est souvent qu'on vient chercher à faire face à des difficultés et qu'on en est fier dans la course. On est plus fier de s'en sortir parce qu'on a passé des caps, parce qu'on a réussi à s'en sortir globalement. Le côté de j'ai survécu, par exemple, c'est ça quand même. Qu'on rumine, etc., on va dire, c'est normal, mais il faut accepter de ruminer, mais d'en avoir conscience. Et souvent, c'est ça aussi. Moi, je vois qui est assez flagrant. Dire la personne rentre dans une dissonance souvent, et quand elle prend conscience que finalement c'est elle qui a construit ça complètement par ses croyances, on essaye finalement de gratter un petit peu à droite à gauche pour justement les faire bouger un petit peu et vibrer ses croyances pour aller dans d'autres pensées, d'autres cheminements neuronaux possibles. Voilà. Ça serait évidemment impossible d'être exhaustif ici, mais si tu devais évoquer un peu la boîte à outils et les principaux tiroirs là, qui sont à disposition et les méthodes, voilà, quelles sont en gros les ressources sur lesquelles on peut s'appuyer de manière générale, les gros piliers un peu socles pour la préparation mentale? Ouais, alors c'est vrai que là tu poses une question, on pourrait débattre plusieurs jours, voire des mois. Parce qu'en fait, j'ai la possibilité, je travaille sur un outil qui s'appelle Obsidian, qui est un peu le versant atomique pour apprendre prise de notes, etc. Et j'ai à peu près un petit peu plus de 140 thématiques possibles. Donc, on va peut-être pas les énumérer. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir globalement, et j'en ai résumé quelques-unes qui concernaient aussi, et qui concernent souvent l'ultra, et qu'on a aussi pu voir un petit peu ensemble, il y a vraiment le côté du rapport au contrôle. Souvent, l'anxiété, elle vient aussi, parce que le côté de l'anxiété vient justement de la première chose qui est soit le manque de contrôle, soit l'hyper-contrôle. La volonté de vouloir tout gérer. Et finalement, on est dans un cadre vivant qui va changer avec finalement quelque chose où on veut être prédictif et on ne peut pas l'être puisque l'épreuve va se dérouler dans plusieurs jours ou plusieurs heures. Donc le rapport au contrôle, c'est intéressant, je trouve, de rentrer là-dessus. Tu as une phrase forte par rapport à ça. Oui. On peut pas tout gérer. Ouais, Je te c'est laisse, ça. tu veux la dire à toi-même. Non, mais je vois que Mais il faut gérer tu un es tout, il faut bien. apprendre à gérer un tout, en gros, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et pas Mais tout c'est ça, gérer. tu as tout compris. C'est-à-dire, à défaut de tout contrôler, il faut contrôler un tout. Mais c'est la même phrase que tu t'es appropriée. Et c'est chouette parce que à un moment donné, on va pas pouvoir tout contrôler, c'est pas possible. Il y a des choses sur lesquelles on peut contrôler, mais est-ce qu'on peut, par exemple, un athlète de haut niveau, je lui dis, est-ce que tu peux contrôler ton adversaire? C'est une question intéressante. Et là, on peut développer plein de choses. Parce que oui, il y a peut-être des choses, mais quand on veut contrôler son adversaire, ça se complique parce qu'on pense pas à soi. On va oublier des choses et on va être perturbé, on va avoir des éléments perturbateurs. La deuxième chose qu'on a peut-être pu voir un peu, c'est le côté de la fatigabilité mentale qu'on va retrouver. Et donc, il y a une sorte d'économie attentionnelle à avoir. C'est-à-dire que sur quoi on porte attention. On est encore une fois là sur le fait de contrôler, mais là, le versant attentionnel est intéressant. C'est-à-dire les perceptions qu'on va avoir dans la course et sur quoi on va porter notre attention. Il y a énormément de choses intéressantes. Et finalement, c'est là où viennent aussi les outils qu'on peut avoir. C'est-à-dire si on porte notre attention sur la souffrance et qu'on pense finalement qu'on va pas terminer l'épreuve, on porte une attention cognitive. Voilà, je t'avais parlé des zones froides et des zones chaudes du cortex. Et à un moment donné, on peut porter une attention sur la version un peu chaude de notre cortex qui peut nous démotiver, qui peut nous apporter un versant émotionnel négatif. Parce qu'on régule nos émotions, on les gère pas. On gère un compte en banque, on régule les émotions. Mais on peut identifier, oui, j'ai peur, mais est-ce que c'est pas normal d'avoir peur à un moment donné? Oui, mais qu'est-ce que je peux faire après, derrière, avec ça? Et donc un allègement un peu cognitif, tu vois, derrière, c'est-à-dire, voilà, après on va réguler la partie froide du cortex en disant, j'ai du langage, j'ai des mots, j'ai
j'ai des choses particulières que j'ai travaillées qui vont m'amener à pas être un robot, mais en tout cas à mettre en place des choses, des automatismes. Voilà. Ce qu'on appelle un peu les heuristiques. Une pratique un petit peu plus scientifique. Les heuristiques, c'est important, c'est les biais qu'on entend. Parce qu'en fait, on a des heuristiques. Si je dis à quelqu'un 3 x 3, voilà, ou 5 x 5, mais si on lui dit 418 par 53, il l'a pas, quoi. Donc il va aller chercher en algorithme. Si dans la course à un moment donné on se retrouve à 450, enfin la troisième équation que j'ai dit, et on va dépenser de l'énergie. Et là on est dans le côté algorithmique, donc il faut qu'on ait des heuristiques en permanence dans la course, c'est-à-dire des automatismes qu'on a travaillé. Et tu évoquais le fait de travailler. C'est un bien grand mot, travailler. C'est vraiment accompagner notre pratique de ces outils et les répéter, c'est super important, comme on fait du sport en fait. Il y a une sorte de faire ses gammes. Voilà, il faut, entre guillemets, c'est une métaphore, c'est muscler le cerveau. Voilà, on ouvre, on a 86 milliards de neurones, dont chaque neurone a des potentiels énormes, des milliers de potentiels possibles, donc des ouvertures possibles. La plasticité neuronale, c'est quand même une révolution, ça, maintenant qu'on sait, et à tout âge. Donc on peut ouvrir des nouvelles routes de campagne dans notre cerveau pour avoir finalement de mettre en place des nouvelles pensées, des nouvelles possibilités d'ouverture. Et c'est ça en fait le côté mental qui est intéressant là-dessus. Juste pour aller vite, donc le côté de la fatigue, donc qui vient un peu sur l'attention et le focus. Moi j'aime bien travailler le focus. Je travaille avec des athlètes de haut niveau là-dessus, sur vraiment le côté du focusage comme une sorte de flow mais beaucoup plus long. Et puis ne pas se laisser non plus déborder ni par l'hyperprésence ni par les distractions. Et après, il y a. Quand tu parles d'ancrage, c'est en lien avec ce que tu viens de décrire ou pas? Ouais, exactement. C'est-à-dire que là, effectivement, des fois l'hyperprésence, mais elle peut nous aussi perturber dans le sens où à un moment donné, il n'y a plus rien, quoi. Et les pensées négatives peuvent arriver. Donc, voilà, il peut y avoir des ancrages qui soient liés au langage, qui soient liés finalement à une identification, une intelligence émotionnelle. On va identifier, on va y mettre de la joie, on peut avoir de la peur. Toutes les émotions nous traversent et sont importantes pour nous. Elles nous permettent de nous défendre, toutes ces émotions. Donc, les reconnaître, les identifier. Parce que ce qu'on retrouve aussi, j'ai deux petites choses encore, mais souvent on retrouve qu'est lié, c'est souvent, il y a un auto-sabotage, je vois souvent dans les accompagnements mentaux. C'est-à-dire, parce qu'il y a comme un degré d'exigence, il y a comme un auto-sabotage. C'est-à-dire, des gens qui sont assez perfectionnistes, ils vont avoir des scripts limitants dans leur tête finalement, et des injonctions internes, voilà. Et moi j'aime bien travailler aussi sur l'éthique et la narration en fait personnelle, qui vient relier fortement le côté incarné avec sincérité et cohérence. C'est-à-dire, voilà, je suis mal, et c'est pas un problème d'être mal. La vie est une grande polarité, il y a des moments où on est très bas, et dans la course, on va l'être aussi. Et si on accepte à un moment donné d'être très bas, on sait que ça va revenir. Et ça peut revenir, et souvent, ça revient. Voilà. Est-ce que c'est dans ces moments-là que le fameux why dont on parle beaucoup doit être la ressource aussi, l'espèce de cap qui permet de maintenir à flot, même si c'est un moment difficile? Est-ce que c'est ça qu'il faut aller puiser aussi, la raison pour laquelle on est là avec authenticité, la notion dont tu parlais? Moi, je te parle pas d'espoir, je parle philosophiquement d'espérance. S'il n'y a pas d'espérance, c'est dur de faire une course longue. Donc, et comme on peut pas maîtriser l'avenir, et que notre cerveau est prédictif, on peut vite tomber justement dans l'anxiété, quoi, et des pensées parasites. Donc, et c'est là où le travail se fait, sur ces éléments de langage qui viennent comme des pensées parades, comme des ancrages, comme de la visualisation, comme des choses, qui fait que dans ces moments très, très difficiles, mais qui font partie, en fait, ça c'est très important de le dire, si on n'accepte pas la douleur, c'est pas la peine de faire de l'ultra. C'est obligatoire qu'à un moment donné, avec des efforts aussi longs, qu'il y ait de la douleur. Et la souffrance, c'est l'interprétation qu'on en fait de la douleur. Il y a une nuance. C'est vraiment l'aspect cognitif. D'ailleurs, on interprète
La douleur. Mais la douleur, elle est là, c'est un signal. Il faut l'écouter. Combien on lui met? Elle est importante parce que et c'est la phrase que tu connais certainement. La douleur est obligatoire et la souffrance est optionnelle. Dans ces situations d'effort, là, comment tu expliquais la relation entre le physique et le mental? J'imagine il y a un petit jeu de dupes, là, chacun se raconte un peu sa propre histoire entre les deux. Comment est-ce que tout ça navigue et comment ils peuvent s'influencer l'un l'autre et qu'est-ce qu'il faut essayer de faire pour en tirer le meilleur profit pour pouvoir continuer à avancer? Il faut comprendre une chose, c'est qu'on parle de mental et il y a comme à un moment donné une méconnaissance un petit peu du dualisme cartésien, alors que Descartes, bon, il n'était pas forcément si cartésien lui-même, parce qu'il allait dans la forêt et il aimait se perdre. Donc ça voulait dire qu'il avait déjà cette vision de l'action et de l'expérience. Et donc en fait, quand on va faire l'ultra, c'est ça. Faut pas oublier que là, on est en train de parler, on met de la narration, du narratif autour, etc. Mais c'est dans l'action que ça va être important. C'est dans l'action que ça va se vivre. Et dans l'action, c'est le corps qui va être en action. Donc, il faut être très aligné en fait avec son corps, ses signaux. On a énormément de capteurs, on est super bien fait dans le vivant. On a énormément de choses qui reviennent nous informer. Et c'est nous, à un moment donné, qui l'interprétons, plus ou moins. On a plus ou moins la main, pas beaucoup, par rapport au système nerveux central, mais on a finalement la région du cortex, notamment préfrontal et frontal, qui nous permet quand même de prendre des décisions, de mettre des choses un peu en théorie, on va dire, de rationaliser. Mais le but là, c'est d'aligner les deux. En fait. C'est de se lâcher un peu, des fois, parfois, sur ce côté trop rationnel ou qui peuvent amener aussi des pensées finalement qui sont parasites. Si je te donne un exemple, et tu le sais, si je pense déjà à l'arrivée alors que je suis au 15e kilomètre, ça peut quand même poser un problème. Quoi. C'est-à-dire, je pense déjà la veille que j'ai déjà la médaille autour de cou et je me vois déjà avec tous les proches à l'arrivée. Et, ça me met dans un émotionnel de joie, mais sauf que l'épreuve n'est pas encore passée. Donc, je peux me projeter, mais d'un autre côté, il faut être réaliste que ce qu'on va demander à l'athlète, c'est de vivre. Et c'est là où vient le côté de la présence. Cet événement, il faut que justement, ils mettent au point toute cette stratégie pré-course, mettre un petit peu en place des outils où ils se disent à un moment donné, peut-être qu'il y aura ces petites choses-là où je suis pas très très près, je vais les travailler. Voilà. Et si c'est une perspective qui fait du bien, si c'est quelque chose qui te permet de te dire, d'imaginer pour te dire ça vaut le coup que j'y aille, ça vaut le coup que je tienne parce que j'ai ça à aller chercher, est-ce que malgré tout ça peut être positif même si dans l'instant c'est pas tout à fait Bien sûr, approprié? il y a pas de recette miracle, il y a pas de magie dans la prépa mentale. Tout ce qui va fonctionner, qui va pouvoir aligner le cerveau avec le corps, ça marche en fait. On peut être surpris d'ailleurs. Il faut être vigilant sur dire que telle méthode va fonctionner. On n'est pas sûr en fait. On n'est pas sûr, on est hyper surpris. Tu sais bien, moi j'ai eu des personnes, par exemple, qui avaient des grosses blessures, qui presque ça devait être l'opération, et finalement, ces personnes-là font une super course sans penser du tout à la blessure et sans jamais en parler après. C'est quand même incroyable. Alors, on n'est pas magicien, mais ça veut dire que le cerveau là, c'est fortement aligné sur le côté du corps. Le cerveau est dans le corps déjà, mais en même temps, il est très connecté. Voilà, et en fait, il y a cet alignement qui est génial parce que finalement, on parle plus de ça derrière. C'est-à-dire, il n'y a plus d'effets négatifs et tout est entre guillemets pas oublié, mais en tout cas, c'est plus le sujet de la portabilité de l'attention sur lequel on se dit. C'est quand même fou. Enfin, on peut faire quand même des choses quand on travaille le côté du mental, comme on le dit, qui est fortement aligné. Moi, ce que je appelle, c'est alors, encore une fois, pour parler un peu scientifique, mais c'est la phénoménologie. C'est tout le rapport au corps qui est super important et qui, dans le cadre aussi de la prépa mentale, est très important aussi. C'est un courant, on va dire, philosophique plutôt, qui est vraiment basé sur le versant du corps,
la relation qu'on a avec le corps et le corps justement qui est dans l'action et finalement on l'oublie souvent et en fait le côté incarné est très important par exemple. L'incarnation, le côté incarné de l'effort est fondamental. C'est-à-dire euh, le rapport, comme on avait pu travailler un petit peu, le côté du sens par exemple, mais il y a le sens comme la direction, c'est-à-dire la compétition qu'on va faire, la signification qu'on va lui donner, puis les sensations. Et les sensations, c'est ça, on va vers vraiment le côté phénoménologique, c'est-à-dire, ok, là, tu es en train de penser, en fait, c'est dans tes pensées. Compétition, les temps de passage, ou les ravitaillements, tout ça, c'est du cognitif. Mais lui, le corps, qu'est-ce qu'il vit? Parce que ton cerveau, lui, il vit ça. Mais ton corps, il vit quoi comme sensation? Qu'est-ce qu'il renvoie? Voilà, le toucher, voilà. Après, en programmation neurolinguistique, PNL, on a souvent ça dans différents courants, mais il n'y a pas tout à fait 5 sens d'ailleurs, il y en a plus. Il y a plus de sensations. Il y a proprioception du ventre qui nous envoie des signaux. On a tout ce qui est musculaire, articulaire qui nous envoie des signaux. On a énormément de voilà, la vision, l'écoute, le goût. Le goût peut être un switch. À un moment donné, moi j'ai entendu des personnes, on a travaillé là-dessus, de reprendre un truc à manger au Grand Raid, en haut du Maïdo, à 120 km, de manger un petit truc et un peu de chaleur, du réconfort. C'est fou comment ça peut booster un organisme fatigué, quoi. Ça remet une petite touche, quoi. Comme quoi, un petit rien peut suffire. Eric, je voudrais qu'on s'attache un tout petit peu plus, particulièrement à l'effort là qui m'attend et peut-être aussi l'accompagnement propre que tu m'as apporté là sur les séances qu'on a partagées ensemble. Donc là, il y a le marathon des sables ultra là dans un peu moins de 10 jours maintenant. Donc le désert, l'horizon à perte de vue, la solitude, voilà un certain nombre de points communs qu'on peut trouver dans d'autres ultras. Il y a aussi cette idée d'autosuffisance. Est-ce qu'il y a des défis mentaux particuliers qui sont vraiment propres à ce format-là et son contexte? Je pense qu'il y a une notion qui est fortement reliée à l'espace dans lequel tu vas aller courir. Parce que le désert est un... Là, dans le côté du sens que tu vas y mettre, c'est un signifiant, vraiment. C'est-à-dire, au-delà de la direction de faire un marathon des sables ou faire une épreuve dans le désert, tu vois, d'un point de vue compétitif, tu fais un petit rewind en arrière où tu viens sur quelque chose qui est signifiant, apporte une signification pour toi. Tu vois, par exemple, la question, c'est quoi la signification d'aller courir dans le désert? Au-delà de la compétition, on s'en fout. Par exemple. Après, on peut en parler derrière, mais ça représente quoi? Tu vois, d'aller courir dans le désert pour toi. Et en fait, c'est ça qui est important et intéressant. Parce que c'est pas la même signification. Soit c'est ton repère, c'est ta perception aussi et ton filtre de perception sur lequel est-ce que c'est magique, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est quelque chose, tu vois, comme de gravir son Mont Blanc intérieur, tu vois, en lien avec aussi des âges de la vie qu'on peut avoir, tu vois, ou la bucket list, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une signification quand même, je suppose. Ouais, c'est sûr. Oui, Et on en a parlé d'ailleurs. On en a parlé, c'est un environnement qui tu vois me touche beaucoup. Mais c'est ça, c'est un peu le côté d'aller sur le côté du rêve structurant. Qu'est-ce qui vient amener comme signification? Qu'est-ce qui vient structurer? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Au-delà de poser d'abord les questions des sensations. Parce qu'il y a une signification derrière. Là, on est quand même dans l'aspect cognitif des choses, dans la représentation, tu vois, la perception qu'on a d'un environnement. Parce que ça va impacter fortement des zones du cerveau sur lesquelles on va être aligné ou pas. Par exemple, tu n'aimes pas le froid et qu'on te dit demain, tu vas dans le Yukon, je pense que tu vas avoir fortement la trouille, quoi. C'est probable. Si tu sens que ça va pas te faire rêver, peut-être pas tout de suite en tout cas. Ouais. Mais, le froid me plaît, mais c'est sûr que le Yukon, pas tout de suite. Non, mais voilà, il y a des personnes qui n'apprécieront peut-être moins, tu vois, les grands espaces froids, ou il y a des personnes qui seront moins attirées vers le côté finalement tropical. Voilà, il y a des personnes, dans leur sensibilité, dans leur historique, ils ont ça et ils sont attirés par des lieux. Un petit peu plus, on va dire, ils ont plus d'affinité par des lieux et
c'est là où c'est intéressant d'aller sur le côté narratif et dire, OK, qu'est-ce que je vais raconter là-dedans, quoi. Ouais, moi, c'est sur cet Bon, appel de l'immensité et de l'horizon, là, je le ressens très fort. Et c'est vrai que c'est quand même très spécifique au désert. Puis j'ai beaucoup aimé hier quand on s'est parlé, ça m'a aussi ouvert un peu des voies. Mais tu me parlais de cette démarche-là qui était aussi peut-être pour moi d'aller chercher du temps long et du temps pas rempli, en fait. Comme on a tous des vies très effervescentes, finalement, d'aller chercher ce temps long, de faire du temps un allié, finalement, sachant que c'est fondamentalement ma crainte principale, mais on va en parler peut-être juste après. Mais voilà, remplir ce moment de pensée, de paysage, d'émotions, c'est ce que tu me disais. Et ça, je sais que ça a eu un écho vraiment très fort en moi, en tout cas, quand on a pu l'évoquer ensemble. Justement, là, peut-être au moment de l'évocation de ce projet de Marathon des Sables et le tout début de l'accompagnement, qu'est-ce que tu as pu peut-être percevoir comme source pour moi de questionnement, d'interrogation, de doute, peut-être pour partager un peu avec nos auditeurs, c'est quoi l'espèce de premier diagnostic? Je ne sais pas si on peut le poser ça en ces termes, mais ton ouais. sentiment. Alors, effectivement, ce qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, il y a un cadre, mais on va justement, pour les auditeurs, aller un petit peu plus loin que ce cadre, puisque tu as donné l'autorisation d'aller Mhm. plus loin. Sur la Mais il faut confidentialité, oui. dire que dans un cadre d'accompagnement mental, j'aime bien le mot accompagnant, d'accord, plus que prépa mental, mais après, c'est mon avis. Il y a un cadre de confidentialité. Donc, ce qui est évoqué souvent entre les deux personnes ne sort pas. Tu vois. Mhm. Et parce que il peut y avoir des choses, des outils, des émotions, des choses qu'on ne veut pas forcément partager. Mais toi, tu m'as permis à un moment donné Mhm. d'aller sur des petites choses sur lesquelles on peut être objectif, qu'on peut retrouver aussi. C'est ça aussi, on est là aussi pour, entre guillemets, éclairer un peu C'est ça, ça peut guider les des lampes. auditeurs qui se retrouveraient pour tout ou Exactement, partie dans exactement. les schémas dans lesquels moi je suis. Bah, en fait, pour moi, si tu veux, il y a un mélange entre une densité vraiment intérieure et de l'exigence. Voilà, ce qu'on avait évoqué nous. Tu es un entrepreneur quand même ancré, qui est passionné, tu vois, et avec une pensée assez structurée, très à l'écoute d'ailleurs, et une parole assez ciselée, tu vois. Donc, et finalement, il y a quand même aussi à côté de ça un goût pour l'introspection, puisque tu vas questionner aussi les personnes là-dessus. Donc, il y a une posture qui est riche, exigeante, mais parfois aussi une volonté qu'on peut retrouver chez certaines personnes, de la volonté de tout bien faire ou tout bien contrôler. Donc on est un petit peu là-dessus, ce qu'on évoquait tout à l'heure, dire qu'il y a un registre, pas de perfectionniste jusqu'au boutiste, mais on n'est pas loin là-dessus, c'est-à-dire, et on peut même évoquer le fait qu'à un moment donné, tu vas presque aimer la violence parce que celle que tu vas t'infliger dans l'effort, par exemple. Hmm. Parce que c'est un petit peu ce que tu évoques, c'est elle m'apprend aussi quelque chose sur moi. Peut-être aussi intéressant à dire, mais quand on parle de perfectionnisme, là, on est très loin de la notion de performance, en fait, qui pour moi n'est pas du tout un sujet. Ma perfection, elle n'est pas du tout. Je ne passe pas le curseur dans un chronomètre ou une place. Enfin, j'ai aucune ambition Non, à ce niveau-là, mais ça n'empêche pas, effectivement, d'avoir le d'autres. perfectionnisme n'est pas forcément une question de performance ultra aboutie, hein. C'est aussi tous les jours, c'est de remplir, faire du remplissage de choses, un peu ranger le cerveau comme on range un bureau, quoi. Hmm. Un petit peu ça, moi je disais, mais à un moment donné, on ne veut pas que ce soit en désordre et il y a des petits troubles qui peuvent se lier là-dessus, c'est-à-dire que quand une zone n'est pas rangée, ça peut perturber, quoi. Et c'est là où il faut lâcher, entre guillemets, un petit peu de pourcentage de lâcher prise, Hmm. mais du petit pourcentage, progressivement. Mais les zones de tension, effectivement, ce que j'ai pu voir, c'est un besoin de maîtrise quand même, hein, une forme d'hypervigilance aussi un peu cognitive là-dessus. Qui est antinomique totalement avec le principe de l'ultra trail en tant que tel. Ouais, après, Il y a une c'est contradiction. vrai qu'il faut l'apprivoiser. Il peut y avoir justement un lien qui peut être rigide avec le côté temporel et donc du chrono, voilà, et finalement qui vient entre guillemets logiquement dans ce sens-là, hein, du contrôle. Et puis une attention qui peut être diffuse et qui peut être sujette au parasitage justement. Donc, Hmm. parce que comme l'attention, elle n'est pas forcément bien travaillée, bah, voilà, mais quand même derrière aussi un sens aigu de l'éthique, du message et de la responsabilité. Donc effectivement. Euh, et donc
voilà, il y a vraiment un travail là sur quelques thématiques, effectivement, sur l'attention, sur le contrôle, sur le côté, même pour aller des fois la blessure d'injustice qui peut y arriver. Et même on a parlé un petit peu du triangle de Cartman qui peut arriver là, le côté du côté du sauveur. Je Hmm. rappelle le triangle Cartman, un sauveur, persécuteur ou victime. Mais voilà, c'est surtout de l'identifier, de comprendre différemment à un moment donné sur lequel on a effectivement, on a pris peu de séances, mais en tout cas, dans la longueur, hein, il faut bien dire aussi aux auditeurs que ça peut prendre du temps, plusieurs mois. Voilà, il y a des personnes qui sont sur 10, 15, 20, parfois séances, ou une fois tous les mois, ou tous les 15 jours, ça dépend des personnes et des besoins. Là, Eric, si et quand je vais vivre des gros moments de doute ou de découragement pendant la course, qu'est-ce que tu aimerais que je garde en tête là? C'est quoi ma petite voix si je dois t'entendre à ce moment-là pour venir me guider? Qu'est-ce que tu aimerais que j'ai en tête et qui me vienne à l'esprit tout de suite? On a beaucoup parlé de ça et quand tu parles d'attention, de la gestion de l'énergie finalement, en fait, de simplifier un certain nombre de raisonnements et de pensées parce qu'à ce moment-là, le cerveau, il est fatigué, il est sursollicité. Enfin, tout ce qui peut lui permettre d'aller... c'est un effort de gestion, en gros. Si je devais trouver une petite fulgurance ou une idée clé que tu aimerais peut-être que moi, je prenne pour moi à ce moment-là pour que ça puisse continuer d'aller. En fait, après, je ne vais pas forcément dire tes phrases, mais tu l'as évoqué déjà, il y avait des rapports au dialogue interne. Le dialogue interne, c'est du langage, c'est-à-dire le langage qu'on a dans notre cerveau, donc qui émane des pensées. On a un langage, entre guillemets, interne qui vient du dialogue, hein, et on peut le répéter, ça. Et ce qu'on va dire en langage externe, c'est pas tout le temps forcément ce qu'on a dans le dialogue interne. Et heureusement pour nous, comme on évoquait, parce que si on disait tout, ça serait un peu le film Menteur. qu'on est et mais déjà les éléments de langage, quand ils sont exprimés, expulsés, parfois, c'est les mots. Je l'évoquais à toi, je le redis aussi dans l'ouvrage pas mal, je fais un petit chapitre là-dessus sur le côté narratif, mais les mots peuvent devenir des maladies textuellement transmissibles. C'est-à-dire les mots qu'on va se dire, si on pense aux mots abandon ou des mots qui sont barrières, ou ça peut impacter aussi fortement le côté émotionnel. Donc la pensée vient impacter le côté émotionnel, vient rappeler des zones de mémoire, et finalement, d'un point de vue sémantique, on est fortement imbibé de ça, et le corps va suivre aussi. Il va se crisper, et tout va être lié. Donc un mot peut entraîner parfois, et ça c'est la boucle sensorimotrice, hein, c'est vraiment important, ça vient impacter tout l'ensemble. Et on l'a même vu sur le nerf vague, hein, c'est-à-dire à un moment donné, ça peut accélérer finalement la respiration, on se crispe, on n'est pas bien, et voilà. Est-ce que ça s'explique aussi, ça, Eric, par rapport à la notion que tu m'avais partagée, qui est de te dire que le cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est imaginaire et ce qui est réel? Est-ce que c'est ça, justement, est-ce que c'est ces mots qui sont à portée négative, le cerveau, il les lit comme une réalité? Ouais, ouais, tu as bien, bien saisi, effectivement, le cerveau fait pas la distinction. Et si on lui dit un mot très négatif, en fait, il y a 3 besoins, je les rappelle souvent, d'entrée, hein, il y en a plusieurs besoins, mais alors on n'est pas du tout sur le truc des besoins finalement qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est le besoin de sécurité. Le besoin de sécurité, c'est le premier, souvent, c'est celui-là qui vient impacter dans la prépa mentale. Le besoin de sécurité, si on l'a pas alimenté, finalement, on a comme des curseurs à l'intérieur de nous, comme un DJ, hein, dans notre corps. Et finalement, si il n'est pas alimenté suffisamment, correctement, hein, il ne faut pas qu'il soit trop haut non plus, mais eh bien, on va avoir de l'anxiété, on va développer la peur, on va développer la peur, hein, qui vient dans la granularité de l'émotion. Il y a plein de différentes possibilités de peur, mais c'est le besoin de sécurité. Et le mot, penser, la vision qu'on peut avoir, ou l'écoute de quelque chose, peut amener ça, peut amener et impacter, voilà. Donc, je dis pas qu'il faut complètement être dans une bulle, etc., mais il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'on ait, s'il y a des pensées parasites, il faut qu'on ait des pensées parades, quoi. Parce que, et si on les a répétées, si à un moment donné, je pense et à côté, j'ai mis sur mon petit carnet, à côté, non, je suis là pour profiter, c'est génial, j'ai pas de problème, en fait. C'est une super des choses, tu vois, qui viennent
qui nous parlent, eh bien, on les répète. Et puis finalement, quand le mot va arriver, bah non, moi, j'ai autre chose en magasin, quoi. Et on a même le droit d'être grossier en plus, tu m'as dit. On a pas le droit de On dire peut faire ce qu'on putain, veut. mais j'ai choisi d'être là. Ouais, Ouais. mais ça fait du bien d'être grossier des fois avec son cerveau parce que ça le rebooste aussi. Et il y a Et le d'être côté du assez, blague à part, jeu, d'être du assez tu. synthétique, en tout cas, ce que tu me disais, d'avoir une espèce de méta-pensée Ouais, qui il faut être englobe. assez bref parce que dans la fatigue, en fait, comme on dit, quand on n'a rien en magasin, on peut se répéter des choses simples. Et ça peut, à un moment donné, fonctionner. Mais en fait, c'est de porter l'attention sur autre chose. C'est ce qu'on dit dans la prépa mentale. Les premières choses qu'on dit, c'est qu'il faut porter une attention sur, en priorité, les choses qui sont pas externes, voilà, mais des choses qui sont liées à notre performance. La tactique, la technique, la stratégie, etc. Sauf que dans l'ultra, on n'est pas au basket, on n'est pas au golf, on est dans un effort qui va durer 40 heures. Automatiquement, il y a un moment donné, il y a des moments où on dort, comme je t'avais expliqué, presque en courant, hein, on est dans une phase de moment continu. Et puis, appareil photo, clang, clang, il y a une douleur qui arrive, une pensée parasite qui arrive. C'est là, si j'ai rien dans le magasin, bah, c'est là où intervient vraiment le côté de la prépa mentale en amont. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu travailler pour faire face, entre guillemets, faire du coping, aller chercher des outils qui me permettent de continuer. Parce que sinon, je rentre dans une spirale qui peut être très, très négative. Merci beaucoup, Eric. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié ton accompagnement. On a initié ça ensemble. Et puis, voilà, j'espère qu'on aura le loisir de continuer à l'issue de ce marathon des sables ultra. En tout cas, merci pour tout ce savoir que tu as partagé avec moi et puis ton écoute vraiment extrêmement précieuse. Tu as parlé de bouquins pour l'année prochaine, mais toi, tu foisonnes de projets. Il y en a un autre qui te tient à cœur. Je crois que c'est l'occasion de l'évoquer. C'est l'Institut de la santé mentale. Est-ce que tu peux nous livrer un peu plus d'informations sur ce projet avec qui tu collabores? Ouais. En fait, on a lancé ça il y a une année maintenant avec Cyril Blanchard, qui travaille pas mal sur Lyon, notamment le M Lyon, qui fait des TEDx avec des athlètes de haut niveau pour parler en public, etc. Et on a collaboré, on a cofondé en fait l'Institut Santé et Mentale dans les sports d'endurance, mais aussi finalement orienté vers les entrepreneurs. Parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes thématiques qu'on retrouve souvent dans l'effort long. Et on s'est entouré d'experts des experts qui vont venir aussi apporter des connaissances. On va faire des formations. Et dedans, donc on a François Castel qui est psychologue et qui fait du prépa mental à Clermont. On a Clément Méraud là qui s'est aussi associé avec nous, Dany Déran qui travaille sur tout ce qui est systémique, qui a travaillé avec des équipes de football ou de rugby professionnel. Puis dedans, on a Guillaume Millet, et Anthony Berthoud qui est là, on a Julien Chaurier, on a pas mal de personnes qui sont intéressées, qui ont des degrés d'expertise. Et on va donc lancer les premières formations. Là, il y a Clément qui va lancer comment se lancer quand on est préparateur mental. Je trouve que c'est intéressant parce qu'on ne sait pas comment, finalement, à un moment donné, pouvoir se lancer dans le comment est-ce qu'on doit s'installer, comment on doit le faire, etc. Je trouve que c'est intéressant. Et on va lancer aussi le côté, la première formation, ça sera basé vraiment sur le stress, l'anxiété. Donc justement ce côté du besoin de sécurité qui nous semble vraiment essentiel. Mais là, il y a une lecture avec pas mal de modules sur le côté aussi bien veille scientifique que terrain. Les deux, voilà, on fait un jonglage. Puis progressivement, on fera une formation niveau 2, praticien niveau 2, et un praticien niveau 3 avec voilà, vraiment une grosse structure où les gens auront vraiment en main un diplôme qui sera Calliope, qui pourra être reconnu, justement pour accompagner des sportifs plus dans le versant endurance ou dans l'entreprise. Et Nadine Héran travaillera, lui, sur ce versant entreprise. Beaucoup. Où est-ce qu'on pourra suivre toute l'actualité là, de cet institut? C'est quoi le meilleur moyen de pouvoir... En fait, on va lancer effectivement la com un petit peu plus en 2026. Cyril Blanchard fait déjà des podcasts, mais là, on va vraiment lancer le côté com. Et après, il y aura toute une communauté qui va... Et on a déjà pas mal de retours pour rentrer dans cette communauté, parce qu'il y aura la possibilité de rentrer dans la communauté, après de faire les formations. Mais on fait ça petit à petit, hein, le système antifragile, comme on connaît dans l'ultra, c'est par petites touches, tu connais bien. On prend notre temps. Et nous, le mot vraiment important,
Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait, je pense, ensemble. C'est le mot non pas co-construction, que je trouve, ça fait très bâtiment. Moi, ce qu'on aime bien, c'est le mot co-évolution. On évolue ensemble. On travaille, on évolue ensemble. On s'envoie une lecture, on s'envoie un podcast. Mais ça, je connaissais pas, c'est génial. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. C'est pas moi qui l'ai dit. Parfait, Eric. On va suivre Heureusement. de près, en tout cas, les avancées de l'Institut. Merci à nouveau pour ton temps. C'était un très intéressant moment. Merci pour ton accompagnement. Et puis, bonnes vacances surtout. Les valises sont prêtes? Oui. Ok. Pratiquement. On va continuer à les faire. Mais ouais, on va aller décompresser, on va dire, et décrocher un petit peu le versant du cerveau. Bon, je te donne rendez-vous dans quelques semaines. J'aurai sûrement pas mal de choses à te raconter sur comment j'ai vécu cette expérience dans le désert. Et à mon tour de te souhaiter de passer du bon temps, de vraiment profiter d'être en présence. Je te rappelle des petites phrases, tout ce qui est contrôlé n'est plus vivant. Et puis le mental, c'est pas ce qu'on contrôle, c'est ce qui autorise. Autorise-toi. Voilà, et puis c'est pas la douleur qui empêche d'avancer, c'est le sens qu'on lui donne. Parfait, j'embarque tout ça avec moi. Donc toutes ces petites choses-là qu'on a revues et de profiter un max de ces moments qui sont géniaux, parce qu'on est des privilégiés, il faut pas l'oublier. Ouais. Je promets de pas l'oublier, c'est une certitude. Je mets tout ça dans mon sac, là, je rajoute, il fera déjà quelques kilos, mais je rajoute tout ce que je viens de me dire dedans. C'est assez essentiel. Mais pas d'égaler, juste dépenser. Exactement. Il faut mettre dans le sac à dos. Salut Eric, merci pour tout. À très bientôt, merci à toi. Merci beaucoup Eric pour notre échange, c'était vraiment passionnant et très sympa. Merci de m'avoir accompagné en tout cas ces dernières semaines. Ça a été de beaux apprentissages, un premier socle en tout cas pour essayer de un peu mieux comprendre la prépa mentale, et je pense qu'il y a des clés qui me seront très utiles dans les moments de doute qui vont forcément m'attendre au coin d'une dune. Alors on est aujourd'hui à 9 jours du départ puisque j'enregistre cet épisode le 30 décembre. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se précise. Je vous avais laissé dans l'épisode précédent avec un état de sérénité à l'approche de la course, cette fin d'année qui était assez réjouissante avec les premières images du documentaire et puis l'idée d'avoir un peu de temps pour me mettre bien dans ma course et le bon état d'esprit. Et ben, ça a un peu changé à quelques jours de Noël, notamment pas mal de choses à boucler en termes de boulot. C'est vrai que les 3 jours de tournage ont eu un gros impact sur l'organisation du travail juste avant les vacances. Donc, il a fallu boucler beaucoup de choses, sachant que l'équipe et moi avons pris quelques jours aussi de vacances. Donc, il fallait boucler un certain nombre de choses. Donc, ça a été une période assez compliquée à gérer. Je pense que j'étais un peu tendu et stressé à ce moment-là, une forme un peu de ras-le-bol parce qu'on était quand même à des pics de séances qui étaient assez compliqués à caser encore. Là, j'avais un certain nombre de blocs avec des séances de 2, 3, 4 heures qui s'enchaînaient sur plusieurs jours consécutifs qu'il a fallu caser. Donc ça a été vraiment compliqué d'aller trouver de la place pour ça dans les journées de boulot déjà bien intenses. Donc c'était pas la période la plus agréable. Là, j'étais vraiment dans un état psychologique pas très favorable, à un peu compter les minutes et avoir le sentiment de tout mal faire. Donc c'était assez frustrant. Donc j'ai pas spécialement aimé là, les derniers jours avant Noël. Ça a été un peu une bascule en termes psychologiques. Donc bon, les choses se sont remises en place depuis avec la petite coupure là, au moment de Noël. Mais c'est vrai que ça a été un shift d'état d'esprit qui a été assez marquant, mais que j'essaie de remettre sur de bons rails depuis quelques jours. J'ai, comme beaucoup, je crois, été frappé par un petit rhume, petite grippe, gastro, truc pas très cool de Noël. Je crois qu'on a été beaucoup dans ce cas-là. Donc nous, ça a été une hécatombe avec les proches. On a tous chopé ça. Ça a été assez fulgurant. Donc résultat des cours, ça a un peu perturbé le bloc et le plan qui était prévu, puisque j'avais des séances qui étaient prévues les 26, 27, 28. Après 2 jours de repos autour de Noël, 24-25, j'avais 1h15 de reprise qui était prévue le 26, puis 2 heures le samedi 27 et 2h30 le 28 décembre, le dimanche. Heureusement, finalement, la grippe et cette espèce de virus est tombé au moment quasiment le plus opportun parce que ça a fait sauter seulement une de ces séances, celle de 1h15. Donc la toute première, donc voilà, il m'en manquera une à l'appel, mais j'ai préféré mettre cette séance de côté. Puis de toute façon, j'étais pas dans un état physique qui me permettait de pouvoir l'assurer. Je pense que ça aurait fait beaucoup plus de dommages qu'autre chose. Donc, pas de regret. J'ai accepté sans trop de difficulté le fait que c'était plus sage de ne pas faire cette séance. Donc voilà, c'est jamais très agréable d'avoir à ajuster ça dans les
dans les derniers moments et au moment où on est un peu plus fébrile peut-être sur la qualité de la préparation qu'on a pu faire et toutes les questions qu'on peut se poser sur où est-ce qu'on en est réellement. Parce que je trouve que c'est quand même assez difficile d'estimer là où on en est. Finalement, voilà, j'ai accepté de faire cette petite impasse et puis surtout, je me suis vite ressenti mieux. Donc, c'était ça le principal. Et donc, quand j'ai repris le lendemain, ça a été très agréable de voir que les sensations étaient super bonnes. Je pense que j'avais jamais eu une sensation comme ça depuis les dernières semaines où ça a été quand même beaucoup de besogne et beaucoup d'enchaînements de courses répétés avec des gros volumes. Pour moi, à nouveau, tout ça à mettre en perspective avec moi, mon niveau. Mais voilà, ça a été assez rassurant de voir que les sensations étaient très bonnes. Et puis, dès la séance du lendemain, donc, c'était une séance de 2h30, là, plus de jambes. Donc, tous les bénéfices que j'avais ressentis mentalement la veille en me disant que tout était plutôt bien, que le travail commençait à payer, etc. Tous les indices favorables ont été un peu balayés le lendemain en me disant que finalement, les sensations n'étaient pas si agréables que ça. Bon, un peu d'incertitude autour de tout ça, mais voilà, j'ai eu notamment des échanges avec l'équipe et notamment Axel avec qui je travaille qui me disait trust the process. Et c'est vrai que c'est une idée à laquelle j'ai envie de croire. J'ai encore vu une pub pour du whisky là dans la rue de Paris en revenant tout à l'heure de chez le médecin. Je suis allé faire mon certificat médical pour la course qui justement avait ce claim trust the process. Donc voilà, je vais faire confiance à tout ce que j'ai mis en œuvre jusque-là pour me dire que j'ai fait ce que je pouvais et j'ai fait au mieux et qu'on verra bien ensuite ce qui se passe. Mais en tout cas, que la préparation que j'ai faite est adéquate. Et puis avec Laurence, j'ai pas beaucoup de doutes. Ça a toujours été le cas jusqu'à maintenant. Elle m'a toujours très bien accompagné. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas à nouveau cette fois-là. Pour mettre un peu de rationnel dans tout ça, je suis allé quand même regarder les stats de ma préparation et j'avais aussi ce sentiment et cette intuition que ma prépa avait été plus légère que sur le marathon de sable Legendary, donc que j'avais fait il y a 2 ans. Donc je suis allé un petit peu regarder tout ça de plus près. Donc si on se consacre juste vraiment à déjà cette préparation du marathon des sables ultra, je vais vous donner un aperçu de mes volumes mensuels depuis le mois de juillet. Donc en gros, juillet-août, c'est quand même une période de coupure parce que je sortais de Saint-Jacques, mon 80 km au mois de juin et que j'avais vraiment manifesté l'envie de couper, de passer un été quand même assez loin des sentiers, des baskets pour profiter de la famille, des vacances. Donc voilà, donc de pas trop m'en mettre. Donc en juillet, j'ai fait 183 km, en août 133, bon, sachant que là-dedans, il y a l'UTMB où c'est 10 jours non-stop de boulot, donc c'est de toute façon très complexe de courir. J'ai réussi à faire une sortie, je crois, de 10 km sur les 10 jours de l'UTMB. Et ensuite, la préparation pour moi, elle a vraiment commencé à partir du mois de septembre. Donc au mois de septembre, il y a eu 245 km. Le mois d'octobre, ça a été 200 km. Alors, j'ai aussi eu un petit fait de course, puisque sur une activation à Annecy, je vous en avais parlé, mais je suis tombé en fait en descendant du verrier. Je suis tombé sur le dos et ça m'a fait une douleur assez aiguë aux côtes, ce qui m'a vraiment empêché de courir pendant une bonne dizaine de jours. Donc, ça a mis à mal toute la prépa. J'ai vraiment rien pu mettre en place pendant 10 jours. Donc, je pense que ça explique aussi en partie que le volume d'octobre soit un peu plus light que ce qui devrait, avec donc ces 200 km. Laurence m'avait prévenu en novembre, ça allait un peu s'accélérer. Donc, 322 km sur le mois de novembre avec 20 jours de sortie. Donc, voilà, 2 jours sur 3 globalement à être dehors. Et ensuite, au mois de décembre, là, qui est encore en cours au moment où je vous parle, il me reste 2 séances, mais on devrait atterrir à environ 358 km, plus environ 25 bornes là, qui me restent sur les 2 prochaines séances. Donc, un peu plus de 380 km avec 21 jours de sortie sur le mois de décembre. Et puis, je vous raconterai un peu mon planning de la semaine et des prochains jours, mais ça va avoir tendance à très, très fortement s'alléger, ce qui est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on approche de la course et ça veut dire que le plus gros aussi de la prépa est derrière nous. Donc, une fois qu'on met tout ça bout à bout, là, si on considère ce que je vais appeler les 4 mois vraiment dédiés à la préparation de la course, là, j'ai fait 1150 km sur 4 mois, donc c'est 287 km par mois. Et sur le marathon des sables, sur la même période de 4 mois, j'avais fait 976 km, donc il y a à peu près un petit peu moins de 200 km de différence. Donc, c'est 17% de course et de volume en plus en termes de kilomètres, en tout cas pour moi, sur cette préparation. Donc, finalement, en y regardant de plus près en termes rationnels, j'ai finalement plus couru pour cette préparation du MDS Ultra. Donc, c'est chouette quand on a un peu gagné par des intuitions, des feelings, d'aller mettre un peu de rationnel et de valider un certain nombre de choses. Et finalement, c'est assez rassurant de se dire que finalement, la prépa du MDS que j'avais déjà trouvé assez lourde à l'époque, finalement, cette prépa-là, elle a été plus encore. Donc voilà, on peut toujours faire plus et mieux sûrement. Mais en tout cas, ça avait bien fonctionné sur le marathon des sables Legendary. Donc j'espère que ça sera aussi payant sur ce marathon des sables ultra. On verra bien. Là, l'idée aussi, je profite de cette période un peu plus calme, puisque on a quand même une activité un petit peu moins soutenue
en cette période de fête niveau boulot. La famille aussi, on est plus au calme. Je suis sans les enfants, donc c'est vraiment le bon moment pour moi pour me reposer. Donc j'essaie de vraiment m'atteler à ça. Et puis aussi, ma grande spécialité, c'est quand même de boucler les sacs, etc., la veille du départ, ce qui n'est pas du tout idéal. Donc j'essaie d'avancer pas mal là-dessus. Donc je suis un peu la tête dans les tableurs Excel, notamment sur la partie nutrition, pour réussir finalement à faire les choix les plus optimaux. Donc bon, je pense que la chose à laquelle il faut renoncer, c'est de se dire que je mangerai à ma faim et que je vais pouvoir tout prendre. Ça, c'est impossible. Donc il faut juste que je fasse des arbitrages et que je fasse les bons choix entre les différentes textures, les goûts salés, sucrés, etc. Enfin, ce qui va vraiment me faire du bien au moment dit, essayer d'anticiper un peu les phases de lassitude et donc de jauger au mieux ce dont je vais avoir besoin et envie sur la course. Donc là, je suis un peu en train de regarder de plus près toute cette partie de poids, suite notamment aux échanges que j'avais eus avec Maëlys d'Oversteams, donc de trouver le bon équilibre entre tout ça pour pouvoir bien équilibrer la nutrition. Je dois aussi faire le tour du matériel obligatoire pour être sûr que j'ai tout. Il y a des kits pluie, il y a des kits froids qui sont prévus. Là, on commence à y voir un peu plus clair sur les températures. C'est quand même assez probable qu'on aura autour de 4 degrés la nuit, donc c'est quand même assez froid. Et la nuit va durer longtemps, elle va durer de 18h30 jusqu'à 8h le lendemain matin. Donc j'ai fait le calcul sur l'hypothèse d'une quarantaine d'heures. Là, on aura à peu près la moitié de nuit, en gros, une vingtaine d'heures, parce qu'on si on fait 40 heures, on aura aussi un début de deuxième nuit qu'on passera dehors, avec une arrivée autour de 1h du matin. Ça, c'est si le plan se passe à peu près comme prévu. Donc il faut quand même pas négliger cette partie-là qui va être significative. Et voilà, donc bien anticiper aussi sur cette partie-là, sur le froid, prévoir ces kits-là. Donc je suis un peu en train de refaire le tour de tout ça. Je suis allé à la cave, ressorti toutes mes affaires des MDS précédents. Il me reste des lyophilisés, ce genre de choses en complément de toute la nutrition qui est proposée par Oversteams pour m'accompagner sur la course. Donc voilà, je dois un peu mettre tout ça à plat et pas me rendre compte à la dernière minute qu'il me manque une batterie externe ou que il manque une recharge de frontale ou ce genre de choses. Donc je suis en plein là-dedans et c'est le bon moment pour le faire à tête reposée. Donc voilà, j'espère m'acheter un petit peu de tranquillité sur les prochains jours pour pouvoir bien rentrer dans ma course. Et puis par ailleurs, voilà, c'est aussi la période où il y a moins de sollicitations. J'ai pas du tout prévu de faire un réveillon festif. Je suis pas du tout dans cette dynamique-là. Là, je suis vraiment dans cette logique de concentration sur l'objectif et je veux rien compromettre en faisant tout excès. Donc voilà, j'essaie de vraiment bien me concentrer et de serrer les dents pour les jours qui restent encore. Je sais très bien pourquoi je fais tout ça, mais finalement, la période est assez bonne pour pouvoir se reposer et se ménager. Donc, je vais essayer de faire le maximum de stock de sommeil avant de pouvoir partir et puis d'être dans une bonne disposition mentale. J'avoue que par ailleurs, c'est une course qui prend beaucoup de place dans toutes les discussions et dans toutes les pensées. Je l'oublie un peu à chaque fois, mais je pense qu'en posant la question à mon entourage, la réponse sera assez évidente. C'est sûr que c'est un sujet qui monopolise beaucoup les discussions et les pensées. Donc voilà, j'essaie de tempérer tout ça. Mais par la force des choses, je sens que ça commence à me gagner. Et puis là, on commence à rentrer quand même dans la dernière ligne droite. Donc tout ce que je vous raconte sur la phase de préparation, c'est à la fois hyper excitant, c'est très concret, c'est ludique en fait, c'est quand même très marrant à faire. Et puis bon, fondamentalement, c'est une chance totale de vivre ça. Donc il y a beaucoup d'excitation et puis l'appréhension qui commence à me gagner, même si je suis pas encore complètement là-dedans. Là, c'est plutôt l'excitation qui domine, mais je sens que ça commence à travailler, que les nuits sont plus agitées, que je me retrouve assez régulièrement au milieu des dunes dans le désert. Donc voilà, ça occupe pas mal mon esprit. Et bon, c'est un état qui me va globalement assez bien. Donc voilà un peu les dispositions dans lesquelles je suis. Pour vous dire un peu plus ce qui m'attend en termes de préparation là, cette semaine. J'ai 1h30 aujourd'hui là en aisance respiratoire, donc on est mardi. Demain, c'est de la marche, c'est 2 heures de marche active avec des bâtons et donc le sac qui va être chargé de 3 kilos. 1er janvier, c'est repos et ensuite le 2 janvier, donc 1h15 de footing sur sol souple et 45 minutes de footing, pas plus, le 3 janvier. Donc vous le voyez, le programme c'est quand même significativement allégé. Donc c'est parfait. Après, l'enchaînement des dernières semaines, c'est dans l'ordre des choses. Donc voilà, je me réjouis aussi que la voilure puisse se réduire et ça laissera du temps pour le reste, pour le repos, pour pouvoir aussi régler un certain nombre de choses, de sujets de travail, puisque je vais quand même être absent pendant une semaine. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faudra anticiper, notamment la production des épisodes du podcast. Donc voilà, je dois mettre tout ça en branle le plus efficacement possible et je pense que le contexte s'y prête assez bien. Je vous le disais en début d'épisode, je vais avoir besoin de votre soutien pour la course et donc j'ai imaginé un dispositif que je trouve sympa, c'est de laisser la possibilité de me laisser des messages vocaux pour me soutenir pendant la course et des messages que je vais écouter donc dans les moments de moins bien. Donc l'idée, c'est qu'il y a une plateforme qui s'appelle SpeakPipe. Je vous ai mis le lien dans le descriptif de l'épisode et dans la bio Instagram de Course Épique. C'est hyper facile. Vous allez cliquer sur le lien
Et ensuite, vous pouvez enregistrer un message vocal d'une durée de 90 secondes. Donc, n'oubliez pas de vous présenter au début de ce message. Et puis ensuite, libre à vous d'envoyer vos messages d'encouragement, des vannes, enfin ce que vous voulez, ce qui peut me faire plaisir et surtout ce qui peut vous avoir du sens pour vous. Et je les écouterai pendant la course. Donc, Hugo, qui monte les épisodes de course épique, va les compiler. Et donc, moi, je vais partir avec tous vos messages sur moi et je vais les écouter au fur et à mesure de la course et de cette aventure. Donc, c'est une façon aussi de vous associer au fil de ces kilomètres et de penser à vous dans ces moments qui seront plus difficiles. Et je suis sûr que votre soutien sera vraiment d'une plus grande aide pour moi dans les moments qui s'annoncent difficiles. Et aussi dans les très beaux moments, je serai vraiment content de partager ces moments avec vous en vous ayant bien au chaud dans mes oreilles. Donc, si vous avez envie de le faire, n'hésitez vraiment pas, ça me fera extrêmement plaisir. Merci à tous en tout cas pour votre aide. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier épisode de mon Ultra au Sahara. Donc, au moment où l'épisode sortira, moi, je serai déjà au Maroc. Je serai arrivé la veille. Donc, la course va s'étendre sur la journée du dimanche 11 janvier jusqu'au lundi 12. On arrivera, si on met à peu près 40 heures, courant de la nuit, autour de peut-être entre minuit et 2 heures du matin, dans la nuit du lundi au mardi. Voilà, donc ça, c'est le plan en tout cas espéré. Et on verra bien ce que la vérité nous propose. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour un dernier épisode et un dernier au revoir avant le grand départ. Puis pour le reste, voilà, je compte sur vous pour vos messages de soutien. Si vous avez envie, sachez que ça me fera très plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, que vous avez bien réveillonné et que vous êtes en pleine forme pour la rentrée. À très vite, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de mon Ultra au Sahara. J'espère qu'il vous a plu. Merci aussi à notre partenaire principal, Kelas Fouga, ainsi qu'à Oversteams, partenaire de ce projet. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. À très vite.